retrouver ici. Ça me rappelle les jeunes années. Alors, pourquoi allez-vous à Gien? C'est la question qui m'a été posée par beaucoup de journalistes. Et avant d'aborder le sujet, je vous réponds. Il y a 3 semaines, quand François m'a appelé, j'ai répondu à la minute « oui ». Et je n'ai demandé la permission à personne. Et si je l'ai fait, c'est d'abord par amitié, pour les combats que nous avons partagés ensemble. Et je dois dire que si nous avons divergé sur la stratégie, nous n'avons jamais divergé sur les convictions. Et je regardais des votes importants après le discours de Grenoble ou sur la fiscalité, nous avions les mêmes votes. Deuxième élément, si je suis venu, c'est que le thème qui est abordé est crucial. Il est difficile. 1 000 milliards d'euros de dépenses publiques, mais 630 milliards de dépenses sociales, maladie, vieillesse, santé, famille et 24 prestations entre la naissance et la mort en France. Si je suis venu aussi, c'est parce que je crois nécessaire de renforcer les liens, de réunifier un jour la famille centriste pour peser sur les choix. Tout en rappelant, et je l'ai dit souvent à François, le débat que nous avions eu en 1986. Nous étions ouverts à une alliance centriste social-démocrate parce que nous pensions qu'à certains moments, c'était une solution. On nous a refermé la porte avec beaucoup d'intolérance. Et je ne pense pas aujourd'hui que la famille socialiste, compte tenu de certains extrêmes, soit ouverte à cette alliance. Et je retrouve dans le livre de François beaucoup d'éléments qui nous rapprochent sur la situation politique et les diagnostics. Alors pour nous, les 2 priorités essentielles, pour répondre à Robert Rochefort, c'est vraiment la compétitivité de l'économie française, parce que l'emploi est la priorité des priorités et le chômage, l'inégalité majeure de la société française. Et puis parce qu'il n'y aura pas de financement de la protection sociale sans croissance. Et la deuxième priorité, elle est aussi vitale, c'est la réduction de la dette. Je constate quand même que ces 2 points essentiels sont majestueusement ignorés, je crois que c'est toi qui l'as dit, dans le programme actuel, ça peut changer, du Parti socialiste. Et les propositions sont à 1000 lieues de nous. Alors le président des Jeunes a dit tout à l'heure un mot-clé. Dans cette campagne qui s'ouvre, la première exigence d'un homme politique, et c'est difficile, c'est le devoir de vérité. Nous sommes dans un monde nouveau. Voyez l'émergence de nouveaux pays. Voyez le problème du vieillissement. Et dans ce monde nouveau, il nous faut trouver un chemin nouveau. Lequel et comment? Alors, moi, j'estime que nous avons affaire face à 3 enjeux. Le premier, c'est la mondialisation. Elle est incontournable. Elle a permis de sortir de la pauvreté plusieurs centaines de millions d'habitants, mais elle est exigeante. Et je reprends ta phrase, François. Les pays deviennent forts quand ils acceptent de s'ouvrir. Ils s'affaiblissent quand ils se ferment. Et l'exemple pour moi, j'ai été ministre de l'Agriculture pendant 5 ans, c'est la politique de Méline. On a fermé les frontières. Le résultat, c'est qu'un petit pays comme les Pays-Bas, 50 ans après, a vendu à l'exportation beaucoup plus que la France. Donc c'était pour moi un élément clé. Le deuxième, c'est le vieillissement. On oublie aujourd'hui que nous avons la 2e espérance de vie la plus longue à la retraite, 25 ans, et qu'il faut la financer. Et plus pour les femmes. Merci. Et le 3e point, c'est la mutation technologique qui impose des liens beaucoup plus importants entre l'enseignement, la recherche et les entreprises. Je suis dans un bassin d'emploi très industriel,
Nous avons aujourd'hui 200 offres d'emploi non satisfaites. Nous avons voulu mettre un BTS, maintenance industrielle, et un bac PSPA. Nous avons fait une publicité formidable. Nous avons eu pour l'entrée, là, il y a 8 jours, 5 jeunes. Comment redonner le goût de l'entreprise, des métiers, de l'industrie? C'est un élément clé. Mondialisation, vieillissement, mutation technologique. Alors, pour rester dans les 10 minutes, dire la vérité sur notre système social, c'est dire que nous avons aujourd'hui le système social le plus développé d'Europe. Nous avons battu la Suède il y a 2 ans. 32% de la richesse nationale, 630 milliards d'euros. Et il y a un élément qui ne trompe pas quand on nous accuse de facilité ou de faiblesse. C'est que la France a continué à augmenter ses dépenses sociales au rythme de 3,5, comme pendant la période des 30 Glorieuses. Mais nous n'avons plus la croissance des 30 Glorieuses. Nous avons 1,5 de croissance et encore les bonnes années, et non pas 3,5, 4 comme nous avions. Et il y a un chiffre qui pour moi est éclairant et qu'il faut mettre sur la place publique. Dans les 25 dernières années, nous avons dépensé, sur l'ensemble des dépenses sociales, 6,1 points de PIB, c'est-à-dire 6 fois 20 milliards d'euros. La moyenne des pays européens a dépensé combien? Et l'Allemagne? 2,4 points de PIB. Et la Suède a réduit de 0,4 points de PIB ses dépenses sociales pour maintenir ses emplois. C'est un élément que nous avons. Alors, il y a dans notre politique sociale et dans notre modèle social des conséquences très heureuses, mais des conséquences aussi qui font douter de l'avenir. Les conséquences très heureuses, c'est que c'est un formidable amortisseur des crises. La France est un des seuls pays en Europe qui n'a pas vu le pouvoir d'achat de ses salariés baisser. Deuxième élément, la pauvreté. Nous sommes relativement bien placés, au 4e rang des 27 pays. Et dans le portrait social de la France fait par l'INSEE, il y a un élément qui mérite d'être analysé. Lorsque l'INSEE étudie les 5 quintiles de revenus, les 20% les moins aisés aux 20% les plus aisés, quel est le constat qui est fait? C'est qu'entre les 20% les moins aisés et les 20% les plus aisés, le rapport est resté pratiquement le même après prestations et impôts, 3,2 à 3,4. Mais avec 2 mouvements. Le premier, c'est la forte augmentation des prestations sociales, et pour les 20% les plus aisés, la forte diminution des impôts sur le revenu et des niches fiscales. Par contre, dans la société française, quel est le quintile de revenus le plus frustré aujourd'hui? C'est le 3e quintile de revenus, parce qu'il n'a plus les prestations des moins favorisés, et il voit les plus favorisés, le revenu, prendre l'ascenseur. Voilà le constat. Alors face à ce constat, les conséquences heureuses, j'en ai parlé, les conséquences douteuses, c'est la formidable augmentation de la dette, c'est la faiblesse de la compétitivité. Jacques Delors disait dans son livre que l'effort de productivité du pays a été absorbé dans ces 20 dernières années par la montée des dépenses sociales et par les dépenses des collectivités locales. Et donc, il y a un problème de salaire direct. J'ai lu dans Le Monde, il y a 3 jours, certains d'entre vous l'ont certainement lu, un article sur les salaires des enseignants. J'ai pris mon téléphone et j'ai téléphoné aux journalistes. Il montrait que le salaire des enseignants était de l'ordre de 20% moins élevé que chez nos voisins les plus développés. Salaire direct. Mais on oublie de dire que le salaire indirect en France est 20% plus élevé. Quand l'Allemagne paye 30% de cotisations sur les employeurs, la France en paye 52%. Et donc, lorsqu'on compare les salaires, il faut regarder le salaire direct et le salaire indirect. Nous sommes dans un pays où le salaire indirect est extrêmement élevé. J'en donne un deuxième exemple. Quand un employeur verse 48 000 € de salaire à
son salarié. Combien revient aux salariés après les cotisations patronales, salariales et l'impôt? 23 000 €. Donc vous voyez que ce pays se caractérise par un salaire direct plus faible et un salaire indirect puissant. Alors je termine pour dire comment préserver notre modèle social, mais en même temps l'adapter de façon courageuse et juste. J'ai reçu comme président de la Commission des affaires sociales 3 délégations du Japon, de la Turquie et de la Tchéquie. Ils voulaient nous parler du projet social de la France et du modèle social de la France. Ils n'ont parlé que d'un sujet, ça va faire plaisir à Michel, que de la politique familiale. Parce qu'ils pensent que la politique familiale en France est une réussite, mais ils n'ont jamais abordé le problème des dépenses de santé et de vieillesse, parce qu'ils considéraient, quand on leur posait la question, que la France risque d'étouffer son économie. Donc le modèle social doit être adapté. Alors comment? Je donne quelques pistes. Premièrement, il y a un sacré problème d'efficience. Un journaliste canadien qui s'appelle Timothy Smith disait ceci: la France est une social-démocratie molle et inégalitaire. Social-démocratie parce que la masse est puissante, molle parce que la gestion peut être améliorée, inégalitaire parce qu'on corrige les inégalités non pas par l'impôt sur le revenu, mais par les prestations sociales. Et donc, nous avons un problème d'efficience. Quand je vous dirais qu'entre certaines régions en France, une fois corrigées les dépenses de vieillesse, les différences de dépenses varient de plus ou moins 20%. C'est-à-dire 40% de différence. Je ne vous dirai pas les régions où on dépense le moins. Et les régions où on dépense le plus, vous les avez dans votre tête. Alors je ne vous dis pas celle où on dépense le plus, je vous dis celle où on dépense le moins, c'est l'Ouest. 20% de moins que la moyenne nationale. Donc il y a un problème d'efficience. Deuxièmement, il y a un problème de responsabilité. La vertu des grands peuples, c'est l'esprit de responsabilité de ses citoyens. Comment introduire des doses de responsabilité dans le système? Je pense que c'est par la décentralisation et des politiques de proximité. Quelqu'un parlait des agences régionales de santé. J'ai défendu au Parlement des ORDAM, donnant une enveloppe régionale et permettant aux élus de chaque région d'adapter en fonction d'une enveloppe les politiques sociales. Troisièmement, c'est de corriger les inégalités demain, non pas par le système social, mais par un impôt plus redistributif. Moi, je crois qu'une société juste maintient un écart raisonnable entre les 10% les moins aisés et les 10% les plus aisés. Et là, nous aurons un débat dans 3 semaines, nous en parlerons. Enfin, il faut aborder entre nous le problème du workfare et du welfare. Comment inciter au retour au travail? Parce que c'est par ce moyen que s'exprime la dignité. Et rappelez-vous cette phrase, mais d'autres la rappelleront, du chancelier Schröder. Il dit: une société d'assistance n'est pas une société ni favorable sur le plan financier, ni favorable sur le plan de la dignité. Donc il y a un problème de retour et d'incitation au retour au travail. Et puis le point de départ, c'est aussi corriger les inégalités de départ. Donc efficience, responsabilité dans une société, corriger les inégalités par l'impôt plus que par la protection sociale. Et comme François, je pense qu'il faudra transférer les 5,4 points de cotisation familiale pesant sur le travail vers l'impôt sur le revenu ou une TVA intermédiaire. Sinon, je ne vois pas comment nous pourrons assurer la compétitivité. Enfin, au moment où nos amis allemands, et c'est ma dernière phrase, sont passés de 39 à 40 heures, du fait de l'émergence des pays émergents pour défendre leurs emplois, nous sommes passés à 35 heures. Et je dis simplement un chiffre, le nombre d'heures travaillées par habitant en France est le plus faible des grands pays industriels. Les chiffres qui ont été signés par la CFDT, la CFTC et la CGC, et c'est dans le tableau de leur signature, en France, 616 heures par habitant,
En Europe, 696 heures. En Allemagne, 684 heures. En Suède et au Danemark, 770 heures. Donc on peut avoir une meilleure productivité horaire dans l'industrie, mais nous aurons à poser le problème de la quantité de travail. Et l'expérience des 35 heures, je pense, n'a pas été très utile. Pour terminer, un mot pour vous dire confiance et optimisme. Nous avons tous les atouts d'une grande nation prospère. Nous avons eu un jour, il y a 4 ans, un débat avec Gordon Brown. Chez lui, il était au ministère des Finances. Et il nous dit, moi, expliquez-moi, vous, là, nous étions une délégation de 5, dont l'actuel président de la République, Nicolas Sarkozy, expliquez-moi le pessimisme français. Je ne le comprends pas. On l'écoutait, il dit, vous avez encore des grandes entreprises mondiales. Attention à ne pas dire les bons garçons, c'est les PME, et les mauvais garçons, c'est les grandes entreprises. Nous avons besoin des deux. Il disait, nous avons de grandes entreprises, nous sommes les seuls avec l'Allemagne en Europe. Deuxièmement, nous avons une démographie remarquable, la meilleure d'Europe. Troisièmement, nous avons un taux d'épargne privée fort, ce que n'ont pas certains pays. Nous avons un système d'infrastructure. Et ajoutait-il, vous avez une économie équilibrée. Et dernier point, dans une Europe de 500 millions d'habitants où il y aura de plus en plus de retraités, vous avez le soleil. Et avec tout ça, nous, en Angleterre, en Grande-Bretagne, si nous avions tout ça, nous serions au firmament du bonheur. Voilà pourquoi je dis à la jeune génération qu'on doit avoir confiance en l'avenir. Nous avons tous les atouts d'une grande nation prospère, à condition d'avoir des hommes courageux qui disent la vérité au pays. Et Michel Godet pourrait vous dire que la gouvernance locale est aussi importante que la gouvernance nationale. Il y a des territoires, parce qu'il y a eu des hommes politiques qui ont dit la vérité et qui ont répété que les clés de l'avenir sont en nous-mêmes et non pas chez les autres, qui ont des meilleurs résultats que ceux qui ont dit c'est toujours la faute à l'État ou la faute aux autres. Voilà la raison pour laquelle, personnellement, je vous remercie. Je souhaite que nous travaillions ensemble dans les mois à venir, que nous nous rapprochions de plus en plus et que nous puissions apporter notre contribution au problème du pays. Merci.